J'ai tout perdu, sauf ma fille et la promesse de la protéger. Nous vivons dans la rue, mais son sourire me donne de la force. Un acte de bonté a changé notre destin. Maintenant, je me bats pour reconstruire notre vie avec amour et courage. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. Moi, Antoine Dupont, ancien PDG d'une entreprise prospère, me retrouvais désormais à dormir sur un banc de parc, avec pour seule compagnie ma fille de 10 ans, Élise. Les rues de Paris, autrefois symbole de mon succès, étaient devenues notre refuge précaire. Chaque matin, je me réveillais avec le poids de mes erreurs passées. Des investissements hasardeux, une séparation déchirante, et en un claquement de doigts, tout s'était effondré. Mais malgré la dureté de notre situation, je ne pouvais m'empêcher d'être émerveillé par la force et la résilience d'Élise. « Papa, regarde !» s'exclama-t-elle ce matin-là, pointant du doigt un pigeon qui picorait des miettes près de nous. « Il a l'air aussi affamé que nous. » Son rire cristallin résonna dans l'air frais du matin, me rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y avait encore de la lumière. Élise avait cette capacité étonnante à trouver de la joie dans les plus petites choses, une qualité que j'admirais et que je m'efforçais d'imiter. « Tu as raison, ma chérie, » répondis-je en ébouriffant ses cheveux. « Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui sera un meilleur jour, je le sens. » C'était un mensonge, bien sûr. Chaque jour ressemblait au précédent, une lutte constante pour trouver de quoi manger, un endroit sûr pour dormir et surtout pour préserver la dignité d'Élise. Mais je devais rester fort pour elle. Elle méritait tellement mieux que cette vie. Nous nous sommes levés, rassemblant nos maigres possessions dans un sac à dos usé. Élise prit ma main, un geste simple qui me donnait plus de force que n'importe quoi d'autre au monde. « Où allons-nous aujourd'hui, papa ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'une curiosité inépuisable. « Je pensais qu'on pourrait essayer de trouver du travail près des Champs-Élysées, » répondis-je, essayant d'insuffler de l'enthousiasme dans ma voix. « Il y a toujours beaucoup de monde là-bas. Peut-être qu'on aura de la chance. » Nous avons marché pendant ce qui semblait être des heures, Élise babillant joyeusement tout le long du chemin. Elle me racontait les histoires qu'elle inventait dans sa tête, peuplées de princesses courageuses et de dragons bienveillants. Son imagination était notre échappatoire, notre refuge contre la dure réalité de notre situation. Arrivés sur les Champs-Élysées, nous avons rapidement réalisé que trouver du travail ne serait pas aussi facile que je l'avais espéré. Les regards de pitié ou de dégoût des passants me blessaient profondément, mais je faisais de mon mieux pour les ignorer. Élise, quant à elle, semblait imperméable à leur jugement. Alors que la journée touchait à sa fin et que notre espoir s'amenuisait, nous nous sommes arrêtés devant un restaurant chic. L'odeur délicieuse qui s'en échappait nous rappela douloureusement que nous n'avions rien mangé depuis la veille. C'est alors que nous avons assisté à une scène qui allait changer le cours de nos vies. Une vieille dame, élégamment vêtue mais visiblement agitée, était en train de se faire expulser du restaurant. « Je suis désolé », l'entendis-je dire, sa voix tremblante de honte. « J'ai dû oublier mon portefeuille à la maison. Je vous assure que je peux payer... » Le maître d'hôtel secouait la tête, inflexible. « Madame, nous ne pouvons pas vous faire crédit. Si vous ne pouvez pas payer, je vais devoir appeler la police. » Sans réfléchir, je me suis approché, Élise sur mes talons. « Excusez-moi, » dis-je, surpris par ma propre audace. « Combien doit cette dame ?» Le maître d'hôtel me jaugea du regard, visiblement peu impressionné par mon apparence négligée. « 150 €, monsieur, mais je ne pense pas que vous... » Je l'ai interrompu en sortant une liasse froissée de billets de ma poche. C'était tout ce qui nous restait. L'argent que j'économisais depuis des semaines pour acheter un nouveau manteau à Élise pour l'hiver qui approchait. Mais en cet instant, je savais que c'était la bonne chose à faire. « Voilà », dis-je, en lui tendant l'argent. « Cela devrait couvrir la note. » La vieille dame me regarda avec des yeux écarquillés, tandis qu'Élise serrait ma main, un sourire fier illuminant son visage. Le maître d'hôtel, visiblement surpris, accepta l'argent et s'éloigna rapidement. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire, » balbutia la vieille dame, les larmes aux yeux. « Votre générosité, c'est comment puis-je vous remercier ?» J'ai secoué la tête, gêné par sa gratitude. « Ce n'est rien, madame. N'importe qui aurait fait la même chose. » Elle nous observa attentivement, Élise et moi, et je vis la compréhension se dessiner sur son visage. « Vous n'avez pas de domicile, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête, incapable de nier l'évidence. « Dans ce cas, dit-elle avec détermination, j'insiste pour vous inviter chez moi. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. »
J'étais sur le point de refuser poliment, mais Élise me devança. « On peut y aller, papa, s'il te plaît ?» Son enthousiasme était contagieux, et je me surpris à acquiescer. « Je m'appelle Marguerite », se présenta la vieille dame en nous guidant vers une voiture avec chauffeur garé non loin. « Et vous êtes ?»« Je suis Antoine, et voici ma fille Élise », répondis-je alors que nous montions dans la voiture. Le trajet fut court mais confortable, offrant un répit bienvenu à nos pieds fatigués. Élise, fascinée par le luxe de la voiture, bombardait Marguerite de questions que cette dernière accueillait avec un sourire patient. Lorsque nous sommes arrivés devant une imposante maison dans le 16e arrondissement, j'ai eu du mal à cacher ma surprise. Marguerite nous fit entrer dans un salon somptueux où une femme de chambre nous apporta rapidement du thé et des petits gâteaux. « Racontez-moi votre histoire », nous encouragea Marguerite une fois que nous fûmes installés. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à partager notre parcours avec cette étrangère bienveillante. Je lui ai parlé de ma chute, de mes erreurs, de mes regrets, mais aussi de mon amour inconditionnel pour Élise et de ma détermination à lui offrir une vie meilleure. Élise, de son côté, captivait Marguerite avec ses histoires imaginaires et sa perspective unique sur notre situation. « Ce n'est pas si mal, vous savez, » dit-elle à un moment donné. « Papa et moi, on est comme des aventuriers. Chaque jour est une nouvelle quête. » Je vis les yeux de Marguerite s'embuer de larmes à ces mots et je sentis moi-même une boule se former dans ma gorge. La résilience de ma fille ne cessait de m'étonner. Alors que la nuit tombait, Marguerite insista pour que nous restions. « J'ai bien trop de chambres dans cette grande maison, » dit-elle. « Vous me feriez un immense plaisir en acceptant mon hospitalité. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Élise et moi avons dormi dans de vrais lits. Allongés dans l'obscurité, écoutant la respiration paisible de ma fille dans la chambre voisine, je sentis une lueur d'espoir naître en moi. Peut-être que ce geste de bonté envers Marguerite était le tournant que nous attendions. Peut-être que finalement, la roue allait tourner en notre faveur. Avec cette pensée réconfortante, je me suis laissé glisser dans un sommeil profond et réparateur, impatient de découvrir ce que le lendemain nous réserverait. Le lendemain matin, je fus réveillé par les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de soie. Pendant un bref instant, je crus avoir rêvé les événements de la veille. Mais l'odeur du café fraîchement préparé et le son lointain des rires d'Élise me ramenèrent rapidement à la réalité. Je m'habillai rapidement avec les vêtements propres que Marguerite avait fait déposer dans ma chambre la veille, puis je descendis l'escalier majestueux. En entrant dans la salle à manger, je fus accueilli par une scène qui réchauffa mon cœur. Élise et Marguerite, assises côte à côte, étaient plongées dans une conversation animée. « Papa !» s'exclama Élise en me voyant. « Marguerite m'a raconté qu'elle était médecin avant. Tu te rends compte ?» Je levai un sourcil surpris. Marguerite acquiesça avec un sourire nostalgique. « C'était il y a bien longtemps, mon cher. Une autre vie, pourrait-on dire. » Alors que je m'asseyais pour partager leur petit déjeuner, la porte d'entrée s'ouvrit, laissant entrer un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'une blouse blanche. « Ah, Thomas !» s'exclama Marguerite. « Tu arrives juste à temps. Viens que je te présente nos invités. » Le jeune homme s'approcha, un air curieux sur le visage. « Antoine, Élise, je vous présente mon petit-fils, Thomas. Il est médecin à l'hôpital Necker. » Thomas nous serra la main chaleureusement. « Enchanté de vous rencontrer. Grand-mère m'a appelé hier soir pour me parler de vous. J'espère que vous avez bien dormi ?» Élise, fascinée, bombardait déjà Thomas de questions sur son métier. Je ne pus m'empêcher de sourire face à son enthousiasme. Thomas, loin d'être agacé, semblait ravi de l'intérêt de ma fille. « Dis-moi, Élise, » dit-il après avoir répondu patiemment à ses questions, « ça te dirait que je t'apprenne quelques petites choses sur la médecine ?» Les yeux d'Élise s'illuminèrent. « Oh oui, s'il te plaît. » Je m'apprêtais à intervenir, ne voulant pas imposer davantage, mais Marguerite posa une main rassurante sur mon bras. « Laissez-les, Antoine. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Thomas aussi enthousiaste. » Pendant qu'Élise et Thomas s'installaient dans un coin du salon pour leur leçon, Marguerite m'invita à la suivre dans son bureau. Une fois la porte fermée, elle se tourna vers moi, son expression devenant plus sérieuse. « Antoine, j'aimerais vous aider à vous remettre sur pied, » dit-elle sans préambule. « Vous avez fait preuve d'une grande générosité hier alors que vous n'aviez rien. C'est une qualité rare, et je pense qu'avec un peu d'aide, vous pourriez accomplir de grandes choses. » Je restai muet, submergé par l'émotion. Marguerite continua. « J'ai quelques relations dans le monde des affaires. Je pourrais vous aider à trouver un emploi, ou même à démarrer votre propre entreprise si c'est ce que vous souhaitez. »
Je ne sais pas quoi dire, balbutiai-je. Votre générosité me touche profondément, Marguerite. Mais je ne peux pas accepter... Elle leva une main pour m'interrompre. Ce n'est pas de la charité, Antoine. C'est un investissement. Dans votre potentiel et dans celui de votre fille. Réfléchissez-y, c'est tout ce que je vous demande. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve. Élise s'épanouissait sous les enseignements de Thomas, absorbant les connaissances médicales avec une facilité déconcertante. Quant à moi, guidé par les conseils avisés de Marguerite, je commençais à entrevoir la possibilité d'un nouveau départ. Un soir, alors que nous étions tous réunis dans le salon, Thomas nous annonça une nouvelle excitante. « J'ai une surprise pour Élise. J'ai arrangé une visite guidée de l'hôpital pour demain. Qu'en dis-tu » Élise sauta de joie, mais je ne pus m'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude. « C'est très gentil, Thomas, mais je ne suis pas sûr que ce soit approprié. »« Ne vous inquiétez pas, Antoine, » me rassura Thomas. « Tout est arrangé. Ce sera parfaitement sécurisé et éducatif. » Le lendemain, en voyant Élise partir avec Thomas, vêtue d'une petite blouse blanche à sa taille, je sentis mon cœur se serrer. Elle grandissait si vite, et malgré nos difficultés, elle ne cessait de m'étonner par sa maturité et sa soif d'apprendre. Profitant de ce moment de calme, Marguerite m'invita à faire une promenade dans son jardin. Alors que nous marchions parmi les rosiers en fleurs, elle aborda un sujet qui me tenait à cœur. « Antoine, j'ai beaucoup réfléchi à votre situation, » commença-t-elle. « Que diriez-vous d'ouvrir votre propre commerce? Une petite épicerie peut-être? Ce serait un nouveau départ et cela vous permettrait d'avoir des horaires flexibles pour Élise. » L'idée me séduisait, mais la peur de l'échec me paralysait. « Je ne sais pas, Marguerite, et si je perdais tout à nouveau ?» Elle s'arrêta et me regarda droit dans les yeux. « La vie est faite de risques, Antoine. Mais cette fois, vous ne serez pas seul. Thomas et moi serons là pour vous soutenir. » Ces paroles résonnèrent en moi, ravivant une flamme que je croyais éteinte. Pour la première fois depuis longtemps, je commençais à croire en un avenir meilleur. Le soir venu, Élise revint de l'hôpital, les yeux brillants d'excitation. Elle nous raconta en détail sa journée, mimant les gestes des médecins et utilisant des termes médicaux avec une aisance surprenante. « Papa, » dit-elle soudainement, son visage devenant sérieux, « je veux devenir médecin quand je serai grande. Je veux aider les gens comme Thomas. » Je sentis les larmes me monter aux yeux. Ma petite fille, qui avait enduré tant de difficultés, rêvait maintenant d'un avenir brillant. À cet instant, je sus que je devais saisir l'opportunité que Marguerite m'offrait, ne serait-ce que pour donner à Élise la chance de réaliser ses rêves. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je repensais au chemin parcouru. D'un banc de parc à cette maison luxueuse, notre vie avait pris un tournant inattendu. Mais ce n'était que le début. Demain, je dirais à Marguerite que j'acceptais son offre. Demain, nous commencerions à construire notre nouvelle vie. Alors que je fermais les yeux bercés par le doux murmure de la ville endormie, je me surpris à sourire. L'avenir, pour la première fois depuis longtemps, semblait prometteur. Et avec Élise à mes côtés, j'étais prêt à affronter tous les défis qui nous attendaient. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Avec l'aide de Marguerite et ses contacts, je me lançai dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Nous avions repéré une petite épicerie à vendre dans un quartier animé de Paris, pas très loin de la maison de Marguerite. L'emplacement était idéal et le potentiel prometteur. Le jour où je signai les papiers pour devenir officiellement propriétaire de l'épicerie, je sentis un mélange d'excitation et de peur m'envahir. Élise, qui m'avait accompagné, me serra la main. « Tu vas y arriver, papa », me dit-elle avec une confiance absolue dans la voix. « On va y arriver ensemble. » Ces mots simples me donnèrent la force dont j'avais besoin. Oui, nous allions y arriver, ensemble. Les premiers jours furent difficiles. Il y avait tant à faire, réaménager le magasin, établir des relations avec les fournisseurs, apprendre à gérer les stocks. Mais chaque soir, lorsque je fermais la boutique, épuisé mais satisfait, je savais que j'avais fait le bon choix. Élise, malgré son jeune âge, insistait pour m'aider après l'école. Elle avait un don naturel pour le calcul et aimait tenir la caisse. Les clients étaient charmés par sa vivacité d'esprit et son sourire contagieux. « Tu sais, papa, me dit-elle un soir alors que nous rangions les derniers produits, j'aime beaucoup travailler ici avec toi. C'est comme si on formait une vraie équipe. » Je sentis mon cœur se gonfler de fierté. « Nous sommes une équipe, ma chérie, la meilleure qui soit. » Pendant ce temps, Élise continuait ses leçons avec Thomas. Son intérêt pour la médecine ne faisait que grandir.
et elle passait des heures à lire des livres médicaux bien au-dessus de son niveau. Un samedi après-midi, alors que le magasin était calme, Thomas passa nous rendre visite. Il avait l'air préoccupé. « Tout va bien ?» lui demandai-je, inquiet. Il soupira profondément. « Pas vraiment. Il y a eu un incident à l'hôpital. Un patient a eu des complications après une opération que j'ai pratiquée. Rien de grave, mais on m'accuse d'avoir commis une erreur. » Je posai une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolé d'entendre ça, Thomas. Que vas-tu faire ?»« Je ne sais pas, » admit-il. « Je suis certain d'avoir suivi toutes les procédures correctement. Mais Élise, qui avait écouté notre conversation, intervint soudain. Et si on enquêtait? Thomas et moi nous tournâmes vers elle, surpris. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» demandai-je. « Eh bien, expliqua-t-elle, ses yeux brillants d'excitation, dans les livres que je lis, les médecins sont comme des détectives. Ils cherchent des indices pour résoudre des mystères médicaux. Peut-être qu'on pourrait faire pareil pour aider Thomas. » Je ne pus m'empêcher de sourire face à son enthousiasme. Mais à ma grande surprise, Thomas semblait prendre l'idée au sérieux. « Tu sais quoi, Élise? Ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Peut-être que des yeux neufs pourraient voir quelque chose que j'ai manqué. » C'est ainsi que nous nous sommes lancés dans une enquête improbable. Thomas nous fournit tous les détails qu'il pouvait sur le cas, bien sûr, en respectant la confidentialité du patient. Élise, avec une concentration que je ne lui avais jamais vue, passait des heures à étudier les informations, posant des questions pertinentes qui nous surprenaient tous. Un soir, alors que nous étions tous réunis chez Marguerite pour dîner, Élise bondit soudain de sa chaise. « J'ai trouvé !» s'exclama-t-elle. « Thomas, tu as dit que le patient prenait un nouveau médicament depuis peu, n'est-ce pas ?» Thomas acquiesça, intrigué. « J'ai lu dans un de tes livres que certains médicaments peuvent interférer avec l'anesthésie. Est-ce que ça pourrait être ça ?» Un silence stupéfait s'abattit sur la table. Thomas se leva d'un bond, les yeux écarquillés. « Mon Dieu, Élise, tu as raison. Comment ai-je pu manquer ça? Je dois immédiatement contacter l'hôpital. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. L'hypothèse d'Élise s'avéra correcte. Le nouveau médicament du patient avait effectivement interagi de manière inattendue avec l'anesthésie, provoquant les complications. Thomas fut innocenté, et l'hôpital mit en place de nouvelles procédures pour éviter que cela ne se reproduise. La veille du retour de Thomas à l'hôpital, nous organisions une petite fête pour célébrer. Marguerite leva son verre pour porter un toast. « À Élise », dit-elle, les yeux brillants de fierté, « notre petite détective médicale. » Élise rougit de plaisir, mais son visage devint soudain sérieux. « Thomas, dit-elle, est-ce que tu crois vraiment que je pourrais devenir médecin un jour ?» Thomas s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Élise, après ce que tu as fait, je n'ai aucun doute. Tu as un don, et avec du travail et de la persévérance, tu deviendras une excellente médecin. » Je regardais ma fille, émue par la détermination que je voyais dans ses yeux. Elle avait parcouru un si long chemin depuis nos jours difficiles dans la rue. Et maintenant, elle avait un rêve, un objectif vers lequel travailler. Cette nuit-là, alors que je bordais Élise, elle me regarda avec des yeux remplis d'espoir. « Papa, » murmura-t-elle, « je crois que j'ai trouvé ma voie. Je veux aider les gens comme nous avons aidé Thomas. » Je l'embrassai sur le front, le cœur gonflé de fierté et d'amour. « Et tu le feras, ma chérie, tu as déjà commencé. » En fermant la porte de sa chambre, je réalisais à quel point notre vie avait changé. De sans-abri, nous étions devenus des membres à part entière d'une famille choisie, liés non par le sang mais par l'affection et le soutien mutuel. L'épicerie prospérait lentement, mais sûrement. Élise avait trouvé sa passion. Et moi, j'avais retrouvé l'espoir et la confiance que je croyais avoir perdus à jamais. Alors que je me dirigeais vers ma propre chambre, je ne pus m'empêcher de sourire. L'avenir s'annonçait prometteur, et j'étais impatient de voir ce que le destin nous réservait encore. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Avec l'aide précieuse de Marguerite et les encouragements constants d'Élise, je me lançais dans l'aventure de l'entrepreneuriat. L'idée d'ouvrir une petite épicerie de quartier avait germé dans mon esprit, et je m'y accrochais avec une détermination renouvelée. Chaque matin, je me réveillais avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La peur de l'échec était toujours là, tapie dans un coin de mon esprit, mais je la repoussais en pensant à Élise et à l'avenir que je voulais lui offrir. « Papa, tu as l'air inquiet », me dit Élise un matin alors que nous prenions notre petit déjeuner. « Tu sais, même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On sera toujours ensemble, et c'est ça le plus important. » Sa maturité me surprenait toujours. Je lui souris, ému par sa sagesse.
tu as raison, ma chérie. Ah, tant qu'on est ensemble, on peut tout affronter. Marguerite, qui nous avait rejoints, hocha la tête avec approbation. Votre fille est remarquable, Antoine, et elle a raison. N'oubliez pas que vous avez un réseau de soutien maintenant. Vous n'êtes plus seul. Ces mots me réchauffèrent le cœur. C'était vrai, nous n'étions plus seuls. En quelques semaines, Marguerite et Thomas étaient devenus comme une famille pour nous. Avec l'aide de Marguerite, je trouvais un petit local dans un quartier animé du 11e arrondissement. C'était loin d'être luxueux, mais j'y voyais un potentiel immense. Élise m'accompagnait souvent pour visiter l'endroit, son imagination débordante peuplant déjà les étagères vides de produits colorés. « On pourrait mettre les fruits et légumes ici », disait-elle en désignant un coin de la boutique. « Et là, on pourrait avoir un petit coin avec des produits locaux. Les gens aiment ça, non ?» Je ne pouvais m'empêcher de sourire face à son enthousiasme. « C'est une excellente idée, ma puce. Tu seras ma conseillère en chef. » Pendant ce temps, Élise continuait ses leçons avec Thomas. Son intérêt pour la médecine ne faiblissait pas, bien au contraire. Elle passait des heures à lire des livres médicaux simplifiés que Thomas lui avait offerts, absorbant les informations comme une éponge. Un soir, alors que nous dînions tous ensemble chez Marguerite, Thomas nous fit une proposition inattendue. « J'ai parlé à quelques collègues à l'hôpital, commença-t-il, et nous avons eu une idée. Que diriez-vous si Élise venait faire un stage d'observation une fois par semaine? Rien de trop intense, bien sûr, mais ça lui permettrait de voir comment fonctionne réellement un hôpital. » Les yeux d'Élise s'illuminèrent instantanément. « Oh oui, s'il te plaît, papa. Je promets d'être sage et de bien écouter. » J'hésitais un instant, partagé entre la joie de voir ma fille si passionnée et l'inquiétude naturelle d'un père. « Ce n'est pas un peu dangereux ?» Thomas me rassura rapidement. « Ne vous en faites pas, Antoine. Élise sera toujours sous supervision et nous veillerons à ce qu'elle ne soit exposée à rien de trop perturbant pour son âge. » Après une longue discussion et beaucoup de réflexion, j'acceptais finalement. Le bonheur sur le visage d'Élise valait tous les risques du monde. Les jours passèrent et bientôt le jour de l'ouverture de mon épicerie approcha. J'étais nerveux, mais l'excitation l'emportait sur la peur. La veille de l'ouverture, alors que je vérifiais une dernière fois les stocks avec Élise, Marguerite et Thomas nous firent une surprise. « Nous avons un cadeau pour vous », annonça Marguerite en entrant dans la boutique. Thomas la suivait, portant un grand paquet. Intrigués, Élise et moi regardâmes Thomas déballer le cadeau. C'était une belle enseigne en bois sur laquelle était gravée en lettres dorées « L'épicerie du cœur Antoine et Élise ». « C'est magnifique », murmurai-je, ému aux larmes. Élise sautillait d'excitation. « Oh papa, c'est parfait, ça montre que c'est notre magasin à tous les deux. »« C'est exactement ça », confirma Marguerite avec un sourire chaleureux. « Cette épicerie est le symbole de votre nouveau départ, à tous les deux. » Le jour de l'ouverture arriva enfin. Dès l'aube, j'étais sur le pied de guerre, vérifiant et revérifiant chaque détail. Élise, malgré son jeune âge, insista pour m'aider. Elle arrangea les fruits et légumes avec un soin méticuleux, créant de jolies compositions colorées qui attirèrent l'œil. Quand nous ouvrîmes les portes, je retins mon souffle. Pendant un moment, rien ne se passa et je sentis la panique monter en moi. Et si personne ne venait? Mais mes craintes furent vite dissipées. Peu à peu, les clients commencèrent à arriver. D'abord par curiosité, attirés par la nouvelle boutique du quartier, puis de plus en plus nombreux, séduits par l'atmosphère chaleureuse et l'accueil souriant d'Élise. À la fin de la journée, épuisés mais heureux, nous fermâmes la boutique. Les étagères étaient à moitié vides, signe que les ventes avaient été bonnes. Élise me sauta dans les bras, rayonnante de joie. « On a réussi, papa. Les gens ont aimé notre magasin. » Je la serrai fort contre moi, le cœur débordant de fierté et de gratitude. « Oui, ma chérie, on a réussi. Et ce n'est que le début. » Ce soir-là, en rentrant dans notre petit appartement que nous avions pu louer grâce à l'aide de Marguerite, je réalisais à quel point notre vie avait changé. D'un banc de parc à une épicerie florissante, nous avions parcouru un long chemin. Alors qu'Élise s'endormait, épuisée par l'excitation de la journée, je m'assis à côté de son lit et caressai doucement ses cheveux. « Merci, ma petite guerrière », murmurai-je. Sans toi, je n'aurais jamais eu la force de me relever. En fermant la porte de sa chambre, je sentis une vague d'espoir m'envahir. L'avenir s'annonçait prometteur, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatient de voir ce que demain nous réserverait. Notre nouvelle vie ne faisait que commencer, et j'étais déterminé à en faire une belle aventure pour Élise et moi. Les mois passèrent,
et notre petite épicerie devint rapidement un lieu incontournable du quartier. Les clients appréciaient non seulement la qualité de nos produits, mais aussi l'atmosphère chaleureuse que nous avions su créer. Élise, malgré son jeune âge, était devenue la mascotte du magasin, charmant les clients avec son sourire et sa vivacité d'esprit. Un mardi matin, alors que je réceptionnais une livraison de fruits frais, Élise arriva en courant, les yeux brillants d'excitation. « Papa, papa, devine quoi ?» s'exclama-t-elle, sautillant sur place. Je posai le carton que je tenais et me tournai vers elle, intrigué. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?»« J'ai découvert quelque chose d'incroyable sur Marguerite. » Elle baissa la voix, comme si elle allait me révéler un grand secret. « Tu sais qu'elle était médecin, n'est-ce pas ?» Eh bien, elle n'était pas n'importe quel médecin. Elle était une chirurgienne cardiaque de renommée mondiale. Je fronçai les sourcils, surpris. « Comment as-tu appris ça ?»« J'ai trouvé un vieux journal médical dans la bibliothèque de Thomas, » expliqua-t-elle fièrement. Il y avait un article sur elle. « Papa, elle a inventé une technique chirurgicale qui a sauvé des milliers de vies. » Cette révélation me laissa sans voix. Marguerite nous avait bien dit qu'elle avait été médecin, mais elle n'avait jamais mentionné l'ampleur de sa carrière. Je me demandais pourquoi elle avait gardé cela secret. « Élise, c'est une découverte fascinante, » dis-je, en caressant ses cheveux. « Mais n'oublie pas que si Marguerite n'en a pas parlé, c'est peut-être qu'elle a ses raisons. Nous devons respecter sa vie privée. » Élise hocha la tête, mais je pouvais voir que sa curiosité était piquée au vif. « D'accord, papa, mais tu crois que je pourrais lui poser des questions sur sa carrière ? J'aimerais tellement en savoir plus. » Je souris, reconnaissant l'enthousiasme qui brillait dans ses yeux. « Nous verrons, ma puce. Pour l'instant, que dirais-tu de m'aider à ranger ces fruits ?» Les jours suivants, je remarquai qu'Élise était plus pensive que d'habitude. Elle passait de longues heures plongée dans les livres de médecine que Thomas lui avait prêtés, et je la surprenais souvent en train de griffonner dans un carnet. Un soir, alors que nous fermions la boutique, elle me posa une question qui me prit au dépourvu. « Papa, pourquoi crois-tu que Marguerite a arrêté d'être chirurgienne ?» Je soupirai, cherchant mes mots. « Je ne sais pas, ma chérie. Parfois, les gens prennent des décisions difficiles pour des raisons personnelles. Peut-être qu'un jour, si elle le souhaite, Marguerite nous en parlera. » Élise acquiesça, l'air pensif. « Tu sais, papa, je crois que quelque chose de triste lui est arrivé. » Quand elle parle de médecine, ses yeux brillent, mais il y a aussi de la tristesse dedans. Sa perspicacité me surprit une fois de plus. Ma petite fille grandissait si vite et sa capacité à percevoir les émotions des autres ne cessait de m'étonner. Quelques jours plus tard, alors que nous étions tous réunis chez Marguerite pour le dîner, un événement inattendu se produisit. Thomas arriva en retard, l'air préoccupé et tendu. « Que se passe-t-il, mon chéri ?» demanda Marguerite inquiète. Thomas passa une main dans ses cheveux, visiblement agité. « J'ai des ennuis à l'hôpital », admit-il finalement. « Un patient est décédé pendant une opération que j'ai pratiquée la semaine dernière. La famille m'accuse d'avoir commis une erreur médicale. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Je vis le visage de Marguerite pâlir et Élise se rapprocha instinctivement de moi. « C'est impossible, » murmura Marguerite. « Tu es un excellent chirurgien, Thomas. Tu n'aurais jamais commis une telle erreur. » Thomas secoua la tête, l'air abattu. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai suivi toutes les procédures à la lettre. Mais maintenant, ma carrière est en jeu. Il y aura une enquête et si je suis reconnu coupable... » Il ne termina pas sa phrase, mais nous comprîmes tous la gravité de la situation. Une accusation d'erreur médicale pouvait détruire la carrière d'un médecin en un instant. Élise, qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança soudain. « Thomas, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, « je sais que tu n'as pas fait d'erreur. Tu es le meilleur médecin que je connaisse. On va t'aider à prouver ton innocence. » Je fus ému par la détermination de ma fille. Malgré son jeune âge, elle comprenait parfaitement la gravité de la situation et n'hésitait pas à offrir son soutien. « Élise a raison, » dis-je en posant une main sur l'épaule de Thomas. « Nous sommes tous avec toi. Nous t'aiderons de toutes les façons possibles. » Marguerite, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se leva soudainement. « Thomas, j'ai peut-être une idée, mais cela signifie que je devrais affronter mon passé. » Nous la regardâmes tous, intrigués. C'était la première fois que Marguerite faisait allusion à son passé de chirurgienne depuis que nous la connaissions. « Grand-mère, » dit doucement Thomas, « tu n'es pas obligée de faire quoi que ce soit qui te mette mal à l'aise. » Marguerite secoua la tête, une lueur de détermination dans les yeux. « Non, il est temps. J'ai fui trop longtemps. Si mes connaissances et mon expérience peuvent t'aider, alors je ferai ce qu'il faut. »
Cette soirée marqua un tournant dans nos vies. Alors que nous nous préparions à affronter cette nouvelle épreuve, je réalisais à quel point nos destins étaient désormais liés. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse dans un restaurant s'était transformé en une famille choisie, unie dans l'adversité. En rentrant chez nous ce soir-là, Élise me prit la main et me dit « Papa, on va aider Thomas, n'est-ce pas? Et peut-être qu'on découvrira aussi pourquoi Marguerite a arrêté d'être chirurgienne. » Je serrai sa petite main dans la mienne, ému par sa compassion et sa détermination. « Oui, ma chérie. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » Alors que je bordais Élise cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher de penser aux défis qui nous attendaient. Mais malgré l'incertitude, je me sentais étrangement optimiste. Car quoi qu'il arrive, nous l'affronterions en famille. Les jours qui suivirent l'annonce de Thomas furent intenses. Nous nous étions tous mobilisés pour l'aider, chacun à notre manière. Élise passait des heures à étudier les livres de médecine, cherchant des informations qui pourraient être utiles. Marguerite, quant à elle, semblait avoir retrouvé une seconde jeunesse, plongée dans ses anciens dossiers médicaux et ses notes de chirurgie. Un matin, alors que j'ouvrais l'épicerie, je fus surpris de voir un homme en costume sombre entrer. Il se présenta comme Maître Dupont, l'avocat engagé pour défendre Thomas. « Monsieur Dupont ?» dis-je en lui serrant la main. « Que puis-je faire pour vous ?» L'avocat jeta un coup d'œil autour de lui avant de répondre à voix basse. « J'ai besoin de parler à Marguerite Laurent. On m'a dit que je pourrais la trouver ici. » J'hésitai un instant, protecteur envers notre ami. « Puis-je savoir de quoi il s'agit ? » « C'est en rapport avec l'affaire de Thomas, » expliqua-t-il. L'expertise de Madame Laurent pourrait être cruciale pour sa défense. À ce moment-là, Élise émergea de l'arrière-boutique, les bras chargés de cagettes de fruits. En voyant l'avocat, elle s'arrêta net. « Vous êtes là pour aider Thomas ?» demanda-t-elle sans détour. Maître Dupont hocha la tête, visiblement surpris par l'assurance de la petite fille. « Alors vous devez savoir que Marguerite était une chirurgienne cardiaque, de renommée mondiale, » poursuivit Élise. Elle a inventé une technique qui a sauvé des milliers de vies. Si quelqu'un peut prouver que Thomas n'a pas fait d'erreur, c'est elle. Je regardais ma fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Sa perspicacité ne cessait de m'étonner, mais je craignais qu'elle ne s'implique trop émotionnellement dans cette affaire. « Élise, » dis-je doucement, « pourquoi n'irais-tu pas prévenir Marguerite que Maître Dupont est ici pour la voir ?» Elle acquiesça et partit en courant, laissant l'avocat visiblement impressionné. « Votre fille est remarquable, » commenta-t-il. Je souris, un peu gêné. Elle l'est en effet. Mais dites-moi, Maître Dupont, pensez-vous vraiment que Thomas a une chance de s'en sortir? L'avocat soupira. L'affaire est complexe. La famille du patient décédé est influente et déterminée. Mais si ce que votre fille dit à propos de Madame Laurent est vrai, alors oui, nous avons une chance. Quelques minutes plus tard, Marguerite arriva, accompagnée d'Élise. Son visage était grave mais déterminé. « Maître Dupont, » dit-elle en lui serrant la main, « je suis prête à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Thomas. » Pendant qu'ils discutaient, je pris Élise à part. « Ma chérie, » dis-je doucement, « je sais que tu veux aider Thomas, mais tu ne dois pas te sentir responsable de tout ça. C'est une affaire d'adulte et... » Elle m'interrompit, ses yeux brillants de détermination. « Papa, je sais que je ne suis qu'une enfant, mais je peux aider. Je comprends des choses que les autres ne voient pas toujours. S'il te plaît, laisse-moi essayer. » Je la serrai dans mes bras, ému par sa maturité. « D'accord, ma puce. Mais promets-moi de me dire si ça devient trop pour toi. » Les semaines qui suivirent furent intenses. Entre la gestion de l'épicerie et notre implication dans l'affaire de Thomas, nos journées étaient bien remplies. Élise partageait son temps entre l'école, l'aide à la boutique et ses recherches pour aider Thomas. Un soir, alors que nous fermions la boutique, Élise me tira par la manche. « Papa, j'ai trouvé quelque chose d'important. On doit aller voir Thomas tout de suite. » Intrigué par son urgence, je l'écoutais m'expliquer sa découverte. Elle avait comparé les notes de l'opération de Thomas avec d'anciens cas similaires documentés par Marguerite et avait remarqué une anomalie qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. Nous nous sommes précipités chez Thomas, où Marguerite et Maître Dupont étaient déjà réunis. Élise exposa sa théorie, laissant tout le monde stupéfait. « C'est brillant », murmura Thomas, les yeux écarquillés. « Comment ai-je pu manquer ça ?» Marguerite serra Élise dans ses bras, des larmes aux yeux. « Ma petite, tu as peut-être sauvé la carrière de Thomas. » Maître Dupont hocha la tête, l'air satisfait. « Avec ça, nous avons une vraie chance de gagner le procès. »
Alors que l'euphorie de la découverte nous gagnait tous, je remarquai que Marguerite s'était éloignée, le regard perdu dans le vague. Je m'approchai d'elle doucement. « Marguerite, tout va bien ?» Elle se tourna vers moi, un sourire triste aux lèvres. « Oui, Antoine, c'est juste que tout ça me rappelle pourquoi j'ai quitté la chirurgie. La pression, la responsabilité, parfois, le poids devient trop lourd à porter. » Je posai une main réconfortante sur son épaule. « Vous n'êtes plus seule maintenant, Marguerite. Nous sommes tous là pour vous soutenir, comme vous l'avez fait pour nous. » Elle hocha la tête reconnaissante. « Vous avez raison. Et peut-être qu'il est temps que je raconte mon histoire. Élise mérite de savoir pourquoi j'ai abandonné ma carrière. » Ce soir-là, réunis autour de la table du salon de Thomas, Marguerite nous raconta son passé. Elle nous parla de ses succès en tant que chirurgienne, mais aussi de la tragédie qui l'avait poussée à tout abandonner. La perte d'un jeune patient sur sa table d'opération, un garçon du même âge qu'Élise. « J'ai perdu confiance en moi ce jour-là », avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Je ne pouvais plus entrer dans un bloc opératoire sans revivre ce moment. Élise, qui avait écouté attentivement, s'approcha de Marguerite et lui prit la main. « Mais Marguerite, vous avez sauvé tellement de vies. Et maintenant, vous aidez à sauver la carrière de Thomas. Vous êtes toujours une héroïne. » Ces mots simples mais puissants semblèrent toucher Marguerite profondément. Pour la première fois depuis que nous la connaissions, je vis une lueur d'acceptation dans ses yeux. Alors que nous nous préparions à affronter le procès de Thomas, je réalisais à quel point nos vies avaient changé. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre fortuite s'était transformé en une famille choisie, unie face à l'adversité. Cette nuit-là, en bordant Élise, je ne pus m'empêcher de penser à quel point j'étais fier d'elle. « Tu sais, ma chérie, lui dis-je doucement, tu as fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. » Elle me sourit, déjà à moitié endormie. « On est une famille maintenant, papa. On se protège les uns les autres. » Ces mots résonnèrent en moi alors que je quittais sa chambre. Oui, nous étions une famille, et ensemble nous pouvions surmonter n'importe quelle épreuve. Les semaines qui précédèrent le procès de Thomas furent intenses. Notre petite famille improvisée s'était transformée en une véritable équipe de soutien, chacun apportant ses compétences uniques pour aider notre ami. L'épicerie, quant à elle, continuait de prospérer, devenant un point d'ancrage pour la communauté. Les clients venaient non seulement pour nos produits, mais aussi pour l'atmosphère chaleureuse que nous avions su créer. Élise, en particulier, était devenue la coqueluche du quartier, charmant les clients avec son sourire et sa maturité précoce. Un matin, alors que je réarrangeais les étalages, un homme en costume entra dans la boutique. Je le reconnus immédiatement. C'était Monsieur Lefort, le propriétaire de la plus grande chaîne de supermarchés de la région. « Monsieur Dupont » dit-il en me serrant la main. « J'ai beaucoup entendu parler de votre épicerie. Je suis impressionné par ce que vous avez accompli en si peu de temps. » Je le remerciai, un peu méfiant. « Que pouvait bien nous vouloir un magnate de la distribution ?»« J'irai droit au but, poursuivit-il. Je souhaite vous faire une offre. J'aimerais racheter votre épicerie et l'intégrer à ma chaîne. Vous conserveriez la gestion du magasin, bien sûr, mais avec les avantages de faire partie d'un groupe plus important. » J'étais abasourdi. Une telle offre aurait été inimaginable il y a quelques mois à peine. C'était une opportunité en or, une chance de sécuriser notre avenir financier. « C'est très généreux, Monsieur Lefort, » balbutiai-je. « Mais je ne peux pas prendre une telle décision seule. J'ai besoin d'en parler à ma fille et à mes amis. » Il hocha la tête, compréhensif. « Bien sûr. Prenez votre temps pour y réfléchir. Voici ma carte. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. » Après son départ, je restais longtemps immobile, l'esprit en ébullition. Cette offre pourrait changer nos vies. Mais était-ce vraiment ce que nous voulions? Le soir venu, j'en parlais à Élise. Sa réaction me surprit. « Papa, dit-elle sérieusement, est-ce que ça veut dire qu'on ne serait plus les patrons de notre propre magasin ?» Je hochai la tête. « En quelque sorte, oui. Nous ferions partie d'une plus grande entreprise. » Elle fronça les sourcils. « Mais papa, notre épicerie est spéciale parce qu'elle est à nous. Les gens viennent ici parce qu'ils nous connaissent, parce qu'on prend soin d'eux. Est-ce qu'on pourrait toujours faire ça si on faisait partie d'une grande chaîne ?» Sa perspicacité me laissa sans voix. Une fois de plus, ma petite fille faisait preuve d'une sagesse bien au-delà de son âge. Les jours suivants furent remplis de discussions et de réflexions. Marguerite et Thomas, lorsque je leur en parlais, eurent des réactions mitigées. « C'est une opportunité incroyable, Antoine, » dit Thomas. « Mais Élise a raison. Ce qui rend votre épicerie spéciale, c'est son caractère unique et personnel.
Marguerite, quant à elle, me regarda longuement avant de parler. « Antoine, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé cette aventure. Était-ce pour l'argent ou pour créer quelque chose de significatif pour vous et Élise ?» Ces paroles résonnèrent en moi, me rappelant le chemin parcouru depuis notre rencontre fortuite. Pendant ce temps, la date du procès de Thomas approchait. Malgré la découverte d'Élise, qui avait considérablement renforcé notre défense, la tension était palpable. Thomas passait ses journées à réviser ses dossiers, tandis que Marguerite l'assistait, puisant dans son expérience pour l'aider à se préparer. Un soir, alors que nous étions tous réunis chez Marguerite pour un dîner, un coup de téléphone inattendu vint bouleverser nos plans. C'était l'avocat de Thomas. « Le procès a été avancé », annonça Thomas, le visage pâle. « Il commence dans 3 jours. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. 3 jours, c'était si peu de temps pour se préparer à un événement qui pourrait changer le cours de nos vies. Élise fut la première à réagir. Elle se leva, le visage déterminé. « Ça ne change rien », dit-elle avec une assurance qui nous surprit tous. « On est prêts. On a travaillé dur. On a la vérité de notre côté. Thomas, tu vas gagner ce procès. » Sa confiance était contagieuse. Peu à peu, nous avons tous retrouvé notre détermination. Marguerite commença à réviser une dernière fois ses notes. Thomas se replongea dans ses dossiers, et moi je me mis à réfléchir à la meilleure façon de gérer l'épicerie pendant le procès. Au milieu de cette effervescence, je pris Élise à part. « Ma chérie, » lui dis-je doucement, « tu sais que le procès risque d'être difficile et stressant. Tu n'es pas obligé d'y assister si tu ne le souhaites pas. » Elle me regarda droit dans les yeux. « Papa, je veux être là. Thomas et Marguerite font partie de notre famille maintenant. On doit être là pour eux, comme ils ont été là pour nous. » Je la serrai dans mes bras, ému par sa maturité et sa loyauté. « Tu as raison, ma puce. Nous serons là tous ensemble. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Entre la préparation du procès et la gestion de l'épicerie, nous avions à peine le temps de respirer. Pourtant, malgré le stress et l'incertitude, je sentais que notre petite famille improvisée n'avait jamais été aussi soudée. La veille du procès, alors que nous nous préparions à affronter l'un des plus grands défis de notre vie, je repensais à l'offre de Monsieur Lefort. En observant Élise, qui aidait Thomas à réviser ses notes une dernière fois, je réalisais que ma décision était déjà prise depuis longtemps. Notre épicerie n'était pas qu'un simple commerce. C'était le symbole de notre nouvelle vie, de notre famille choisie. Aucune somme d'argent ne pourrait remplacer cela. Cette nuit-là, en bordant Élise, je lui dis « Tu sais, ma chérie, je crois que tu avais raison à propos de l'épicerie. Nous ne la vendrons pas. » Elle me sourit, ses yeux brillants de fierté. « Je savais que tu prendrais la bonne décision, papa. » Notre famille n'est plus importante que l'argent. Alors que je quittais sa chambre, je me sentis empli d'une détermination renouvelée. Demain, nous affronterions le procès ensemble. Et quoi qu'il arrive, nous resterions unis, notre petite famille contre le reste du monde. Le matin du procès arriva chargé de tension et d'appréhension. Nous nous étions tous levés à l'aube, chacun préparant silencieusement ce qui serait peut-être l'une des journées les plus importantes de nos vies. Élise, habillée de sa plus belle robe, semblait étrangement calme. Elle s'approcha de Thomas, qui ajustait nerveusement sa cravate devant le miroir. « Tu vas y arriver, Thomas, » dit-elle en lui prenant la main. « On est tous avec toi. » Thomas lui sourit, visiblement ému par ce geste de soutien. « Merci, Élise. Tu es vraiment extraordinaire, tu sais. » Marguerite, qui observait la scène, s'approcha à son tour. « Nous sommes prêts, » dit-elle d'une voix ferme. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous l'affronterons ensemble. » Le trajet jusqu'au palais de justice se fit dans un silence pesant. En arrivant, nous fûmes immédiatement assaillis par une nuée de journalistes. L'affaire avait fait grand bruit dans les médias et la présence de Marguerite, l'ancienne chirurgienne de renom, n'avait fait qu'attiser leur curiosité. « Docteur Laurent, est-il vrai que vous allez témoigner en faveur du docteur Moreau ?» cria un journaliste. « Docteur Moreau, comment vous sentez-vous à l'approche du verdict ?» lança un autre. Nous avons fait de notre mieux pour ignorer leurs questions, nous frayant un chemin à travers la foule pour entrer dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur, Maître Dupont nous attendait. « Tout est prêt, » nous assura-t-il. « Nous avons un dossier solide. Thomas, rappelez-vous de rester calme et de vous en tenir aux faits. » Le procès commença peu après. L'atmosphère dans la salle d'audience était électrique. D'un côté, la famille du patient décédé, leur chagrin et leur colère presque palpables. De l'autre, nous, cette famille improvisée, unis dans notre soutien à Thomas.
Les témoignages se succédèrent. Des collègues de Thomas, des experts médicaux, tous venaient apporter leur pierre à l'édifice de la vérité. Mais le moment crucial arriva lorsque Marguerite fut appelée à la barre. Elle s'avança, droite et digne, malgré son âge. Ses yeux brillaient d'une détermination que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Docteur Laurent, » commença l'avocat de la partie adverse, « vous affirmez que le docteur Moreau n'a commis aucune erreur lors de l'opération. Pourtant, le patient est décédé. Comment expliquez-vous cela ?» Marguerite prit une profonde inspiration avant de répondre. « En médecine, et particulièrement en chirurgie, il n'y a jamais de garantie absolue. Chaque patient est unique. Chaque opération comporte des risques. Ce qui compte, c'est la manière dont le chirurgien gère ces risques. » Elle poursuivit, expliquant en détail la complexité de l'opération et la manière dont Thomas avait géré chaque étape. Puis, elle en vint à la découverte d'Élise. « Ma petite fille, » dit-elle en nous regardant avec fierté, a remarqué quelque chose que nous avions tous manqué. Une anomalie génétique rare qui avait échappé au test préopératoire. Cette anomalie a provoqué une réaction inattendue pendant l'opération. Une réaction que le docteur Moreau ne pouvait ni prévoir, ni prévenir. Un murmure parcourut l'assistance. L'avocat de la partie adverse sembla déstabilisé par cette révélation. « Vous voulez dire, demanda-t-il, qu'une enfant a découvert quelque chose que des médecins expérimentés n'avaient pas vu ?» Marguerite sourit. « Les enfants ont parfois une façon de voir les choses que nous, adultes, avons perdue. Élise a apporté un regard neuf, sans les œillères de l'expérience. Et oui, elle a vu ce que nous avions manqué. » Le témoignage de Marguerite se poursuivit, chaque mot semblant peser dans la balance de la justice. Lorsqu'elle eut terminé, un silence respectueux s'abattit sur la salle. Les plaidoiries finales furent intenses, chaque avocat donnant le meilleur de lui-même. Puis vint le moment que nous redoutions tous, l'attente du verdict. Les heures qui suivirent furent les plus longues de ma vie. Nous attendions dans une petite salle, Thomas faisant les 100 pas, Marguerite assise dans un coin, les yeux fermés comme si elle priait. Élise, quant à elle, ne quittait pas ma main, sa présence m'ancrant dans la réalité. Enfin, nous fûmes rappelés dans la salle d'audience. Le juge prit la parole, sa voix résonnant dans le silence tendu. Après avoir examiné tous les éléments présentés, ce tribunal conclut que le docteur Thomas Moreau n'a commis aucune faute professionnelle dans le traitement du patient. Les circonstances exceptionnelles de ce cas, notamment l'anomalie génétique non détectée, expliquent le résultat tragique de l'opération. Le docteur Moreau est donc acquitté de toutes les charges portées contre lui. Un soupir collectif de soulagement parcourut notre groupe. Thomas, les larmes aux yeux, se tourna vers nous, incapable de parler. Nous l'entourâmes immédiatement, formant un cercle protecteur autour de lui. En sortant du palais de justice, nous fûmes à nouveau assaillis par les journalistes. Mais cette fois, leurs questions étaient différentes. « Docteur Moreau, comment vous sentez-vous après cet acquittement ? Docteur Laurent, allez-vous reprendre votre carrière de chirurgienne ? Mademoiselle, est-il vrai que c'est vous qui avez fait la découverte cruciale ?» Élise, surprenant tout le monde, s'avança et prit la parole. « Nous sommes juste heureux que la vérité ait été reconnue. Thomas est un excellent médecin et il va continuer à sauver des vies. C'est tout ce qui compte. » Sa maturité et son assurance laissèrent les journalistes sans voix. Profitant de ce moment de silence, nous nous sommes frayés un chemin vers la sortie. Ce soir-là, réunis chez Marguerite, nous avons célébré. Pas seulement la victoire au tribunal, mais aussi la force de notre famille improvisée. Nous avions traversé cette épreuve ensemble et nous en étions sortis plus forts. Alors que la soirée touchait à sa fin, Marguerite nous rassembla tous. « Je voulais vous dire, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement d'émotion, « que grâce à vous, j'ai retrouvé une raison d'être. Pendant des années, j'ai fui mon passé, ma vocation. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que la médecine fait toujours partie de moi. J'ai décidé de reprendre du service, non pas comme chirurgienne, mais comme consultante et formatrice. Je veux transmettre mon expérience aux jeunes médecins. » Cette annonce fut accueillie par des applaudissements enthousiastes. Thomas serra sa grand-mère dans ses bras, visiblement ému. Élise, qui avait écouté attentivement, s'approcha de Marguerite. « Est-ce que ça veut dire que tu pourras m'apprendre encore plus de choses sur la médecine ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Marguerite rit, caressant tendrement les cheveux d'Élise. « Bien sûr, ma chérie. Mais quelque chose me dit que tu as déjà un don naturel pour ça. » En rentrant chez nous cette nuit-là, Élise endormie dans mes bras, je ne pouvais m'empêcher de penser au chemin parcouru.
D'un banc de parc à une épicerie florissante, d'étrangers à une famille unie, notre vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais osé imaginer. Alors que je bordais Élise, elle ouvrit brièvement les yeux. « Papa, murmura-t-elle, on a réussi, hein ?» Je souris, ému. « Oui, ma chérie, on a réussi. Et ce n'est que le début. » Cette nuit-là, je m'endormis le cœur léger, impatient de découvrir ce que l'avenir nous réservait. Car, quoi qu'il arrive, je savais que nous l'affronterions ensemble, notre petite famille contre le reste du monde. 5 ans s'étaient écoulés depuis le procès de Thomas. Notre vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais osé imaginer lorsque nous vivions encore dans la rue, Élise et moi. L'épicerie du cœur était devenue bien plus qu'un simple commerce. C'était le cœur battant de notre quartier, un lieu de rencontre et de partage où les gens venaient non seulement pour faire leurs courses, mais aussi pour échanger, rire et parfois même pleurer. Nous avions agrandi le local, ajoutant un petit café où les clients pouvaient déguster nos produits frais et discuter autour d'un bon café. Élise, maintenant âgée de 15 ans, avait grandi en une jeune fille extraordinaire. Son intérêt pour la médecine n'avait fait que croître au fil des années. Elle partageait son temps entre ses études, qu'elle poursuivait avec brio, et l'aide qu'elle m'apportait à l'épicerie. Mais ce qui me rendait le plus fier, c'était sa compassion et son désir d'aider les autres. Un matin ensoleillé de printemps, alors que nous préparions l'ouverture de l'épicerie, Élise me surprit avec une annonce inattendue. « Papa, » dit-elle en arrangeant un étalage de fruits, « j'ai pris une décision importante. » Je me tournai vers elle, intrigué. « Je t'écoute, ma chérie. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je veux créer une association pour aider les enfants des rues à avoir accès aux soins médicaux. Je sais ce que c'est de vivre dans la rue, et je veux utiliser ce que j'ai appris de Marguerite et Thomas pour faire une différence. » J'étais sans voix, ému par sa détermination et sa générosité. « C'est une idée merveilleuse, Élise, mais c'est un projet ambitieux. Tu es sûre de pouvoir gérer ça avec tes études ?» Elle hocha la tête avec assurance. « J'y ai beaucoup réfléchi. J'en ai parlé à Marguerite et Thomas et ils sont prêts à m'aider. On pourrait même utiliser une partie de l'épicerie comme bureau pour l'association. » Je ne pus m'empêcher de sourire. Ma petite fille était devenue une jeune femme pleine de ressources et de compassion. « Alors faisons-le, » dis-je en la serrant dans mes bras. « Je suis tellement fier de toi, tu sais. » Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Entre la gestion de l'épicerie et la mise en place de l'association d'Élise, nos journées étaient bien remplies. Mais nous n'étions pas seuls dans cette aventure. Marguerite, fidèle à sa promesse, avait repris du service dans le monde médical. Elle partageait son temps entre la formation de jeunes médecins à l'hôpital et le soutien à l'association d'Élise. Sa sagesse et son expérience étaient inestimables. Thomas, quant à lui, était devenu un chirurgien renommé. L'épreuve du procès l'avait rendu plus fort et plus déterminé que jamais à exceller dans son domaine. Il était un pilier de l'association, offrant ses services bénévolement et mobilisant ses collègues pour la cause. Un soir, alors que nous fermions l'épicerie après une journée particulièrement chargée, Élise me prit à part. « Papa, » dit-elle doucement, « tu te souviens du jour où tu as aidé Marguerite au restaurant? Le jour où tout a commencé ?» Je hochai la tête, les souvenirs affluents. « Bien sûr. Comment pourrais-je l'oublier ?» Elle sourit, les yeux brillants. « Je crois que ce jour-là, tu as fait bien plus que simplement aider une dame en difficulté. Tu as créé une réaction en chaîne de bonté. Regarde où nous en sommes maintenant. » Ces paroles me touchèrent profondément. Elle avait raison. Ce simple geste de générosité avait déclenché une série d'événements qui avaient transformé nos vies de manière inimaginable. « Tu sais, » poursuivit-elle, « je pense souvent à cette période où nous vivions dans la rue. C'était dur, mais ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris l'importance de la compassion, de l'entraide. Et c'est ce que je veux transmettre à travers notre association. » Je la serrai dans mes bras, ému par sa maturité et sa sagesse. « Tu es extraordinaire, ma chérie. Je suis sûr que tu vas faire de grandes choses. » Les semaines passèrent, et l'association d'Élise prit son envol. Nous avions aménagé un petit bureau à l'arrière de l'épicerie qui bourdonnait d'activités. Des médecins bénévoles, des travailleurs sociaux et même des avocats venaient offrir leurs services. Élise était au cœur de tout cela, coordonnant les efforts avec une efficacité qui m'impressionnait chaque jour. Un après-midi, alors que je rangeais des cartons dans la réserve, j'entendis des voix familières venant du bureau. En m'approchant,
Je vis Élise en grande conversation avec Marguerite et Thomas. « Je pense qu'on devrait organiser une journée portes ouvertes », disait Élise avec enthousiasme. « On pourrait proposer des check-ups gratuits, des consultations avec des travailleurs sociaux et même un petit buffet pour attirer les gens. » Marguerite acquiesça, visiblement impressionnée. « C'est une excellente idée, ma chérie. Ça permettrait de faire connaître l'association et d'atteindre plus de personnes dans le besoin. » Thomas ajouta « Je peux mobiliser quelques collègues de l'hôpital pour venir aider. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons aider de monde. » Je restais là à les observer, le cœur gonflé de fierté et d'amour. Notre petite famille improvisée avait parcouru un long chemin. Nous avions traversé des épreuves, connu des moments de doute, mais nous étions toujours restés unis. Ce soir-là, alors que nous dînions tous ensemble chez Marguerite, comme nous en avions pris l'habitude, je ne pus m'empêcher de penser à quel point nos vies étaient liées. Ce qui avait commencé comme un acte de générosité dans un moment de désespoir s'était transformé en une famille, une communauté, une force de changement. Élise leva son verre, attirant notre attention. « Je voudrais porter un toast, » dit-elle, son visage rayonnant de bonheur, « à notre famille, pas celle qu'on nous a donnée, mais celle que nous avons choisie, à l'amour qui nous unit et à tout le bien que nous pouvons faire ensemble. » Nous avons tous levé nos verres, émus par ces paroles. En regardant autour de la table, je vis les visages de ceux qui étaient devenus ma famille. Marguerite, avec sa sagesse et sa force tranquille. Thomas, dont la détermination et la compassion ne cessaient de m'impressionner. Et Élise, ma fille extraordinaire, qui avait transformé notre malheur en une force pour aider les autres. Plus tard dans la soirée, alors que je bordais Élise dans son lit comme je le faisais quand elle était petite, elle me sourit avec une tendresse qui me rappela la petite fille qu'elle avait été. « Papa, » murmura-t-elle, « tu crois qu'on a réussi, qu'on a vraiment changé les choses ?» Je caressais doucement ses cheveux, ému par sa question. « Oui, ma chérie, je pense qu'on a réussi. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qu'on a pu aider en chemin. Et ce n'est que le début. » Alors que je quittais sa chambre, je jetais un dernier regard à ma fille endormie. Je pensais à notre parcours, de ce banc de parc à cette vie remplie d'amour et de but. Nous avions traversé des tempêtes, mais nous en étions sortis plus forts, plus unis. Notre histoire n'était pas terminée, loin de là. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de faire le bien. Mais une chose était certaine. Quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble, notre famille choisie contre le reste du monde. Et tandis que je m'endormais cette nuit-là, je me sentis empli d'une gratitude immense pour cette vie que nous avions construite, pour cette famille que nous avions choisie, et pour toutes les vies que nous avions touchées en chemin. Notre voyage avait commencé dans le désespoir, mais il s'était transformé en une histoire d'espoir, d'amour et de rédemption. C'était notre histoire. L'histoire d'une famille pas comme les autres, née d'un acte de bonté et nourrie par l'amour et la compassion. Et cette histoire, j'en étais certain, continuerait à s'écrire page après page, remplie de moments de joie, de défis à surmonter et surtout d'amour à partager.